Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison au sommaire de notre émission. Cette semaine à Gaza, c'est ce que Menachem Begin, ancien Premier ministre israélien, disait. La politique du je donne, mais sans recevoir. De nombreuses mesures d'allègement, mais pas d'arrêt des violences. Pire, un garde frontière a succombé à ses blessures. Les soldats auraient reçu l'ordre d'encaisser les violences. À des milliers de kilomètres en Afghanistan, le retrait américain est désormais terminé. Si le président Biden parle d'extraordinaire réussite, sur le terrain, l'opération militaire a été bâclée. Nous verrons comment l'Iran aide en sous-main les talibans. Et pour commencer cette émission, d'abord je me tourne vers Clifford Megira. Bonjour Clifford, vous êtes un ancien soldat golaniste. Ce n'est pas la première fois que vous réagissez dans l'émission de défense. Vous avez connu pendant 8 longs mois ces manifestations tout au long de la clôture à Gaza. Votre première réaction d'abord, est-ce que vous avez compris pourquoi ce sniper Barel Ardaria Shmueli s'est approché si près de la frontière? Lui, le pauvre, il l'a fait. Bonjour déjà, pardon. Lui, le pauvre, il l'a fait parce que c'était les ordres donnés. Maintenant, l'ordre n'a aucune logique parce qu'il n'a aucune raison d'être aussi proche. Non seulement parce que lui, en tant que sniper, son rôle, c'est d'être en retrait pour pouvoir justement prévoir ce genre de choses. Et son arme ne peut pas, avec son arme, il ne peut pas tirer à moins de 300 mètres. Donc, il avait strictement aucune raison d'être aussi proche. Il n'y a aucune logique dans ça. Et alors, aucune logique. Lorsque vous étiez en première ligne, vous, l'unité des Golani ou d'autres unités d'infanterie, où étaient les snipers? Ils étaient derrière nous. Ils étaient bien derrière nous. Donc ça veut dire que, clairement, il y a un ordre qui lui a été donné de passer cette première ligne et d'aller quasiment face-to-face, au contact de ces émeutiers. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit sa mère pendant l'enterrement. Les derniers mots qu'il a échangés avec ses amis, c'est « Je suis sniper et on me met en première ligne. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. On m'envoie coller aux manifestants. Quand mon arme, elle peut pas tirer à moins de 300 mètres, je peux rien faire. » C'est terrible. Et très malheureusement, elle l'a dit, comme elle l'a bien dit sa mère encore une fois pendant l'enterrement, elle a dit mon fils, on t'a envoyé être une pancarte face à des terroristes. Et c'est exactement ça. Les soldats présents sur place ce jour-là ont dit avoir reçu l'ordre d'encaisser les violences. J'ai du mal à comprendre, cela veut dire quoi, encaisser les violences? On leur a demandé de pas être agressif. C'est pour, en sortant un peu du politiquement correct, c'est pour ne pas froisser certaines personnes présentes au gouvernement qui menacent de partir s'il se passe quelque chose. C'est très triste que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et ils les ont envoyés à l'abattoir. Il a été envoyé à l'abattoir. Lorsqu'on envoie des soldats face à une population qu'on sait armée, en face à face avec eux, et qu'on leur demande de ne pas être agressifs, ça veut dire allez vous suicider, allez être des sacrifices. On dit que l'armée israélienne a fait confiance au Hamas qui se serait engagé auprès de l'Égypte à ne pas céder à la violence. Et je vous vois, ça vous fait presque du tragicomique. On leur fait confiance comme ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance depuis qu'on est sorti de la bande de Gaza. Et pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, il faut avoir une raison. La confiance, ça se gagne. Et ils n'ont jamais respecté aucun accord, aucun cessez-le-feu, aucun traité. On fait, comme vous l'avez dit au début, on donne et on ne reçoit rien en retour. On donne le bâton pour se faire frapper. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce que vous viviez le long de cette barrière de sécurité pour qu'on comprenne bien dans quelle situation vous vous étiez placé? En fait, pour comprendre surtout la situation là, dans ce cas présent, il faut comprendre que là où il y a la barrière, et 300 mètres, en tout cas quand moi j'étais, ces 300 mètres, c'est des choses qui changent parce qu'à chaque fois qu'on veut la paix, on leur laisse encore on baisse un peu les mètres. 300 mètres après la frontière, c'est encore du territoire israélien. C'est-à-dire que déjà de base, les Palestiniens, les Gazaouis, n'ont pas le droit de s'approcher à moins de 300 mètres de la frontière. À partir du moment où ils dépassent ces 300 mètres et où ils sont à la frontière, sur la barrière comme ils l'étaient dans ce cas présent, ils sont déjà hors la loi en fait. Ils ont déjà
franchi la frontière. Dans ce cas-là, dans les manifestations, on voit vraiment la différence. On voit deux groupes se former. Il y a le groupe qui respecte les frontières et le groupe qui ne les respecte pas. Le groupe qui les respecte, il reste 300 mètres derrière la barrière. Il vient pour manifester, il dérange personne, entre guillemets, il fait une manifestation. Il peut. À partir du moment où il dépasse les 300 mètres, il montre un message clair. Nous, quand j'y étais, je me suis retrouvé dans des situations similaires où les manifestants sont arrivés jusqu'à la frontière, où la barrière est en feu, où on voit en face, on se prend toutes sortes de projectiles, toutes sortes d'insultes, toutes sortes de menaces. Ils viennent pour en découdre. Ils viennent clairement pour en découdre. Et on n'a pas. C'est un sentiment un peu difficile à expliquer parce que parfois on se retrouve dans une situation où avec toute la barrière en feu, on voit rien. On a une fumée noire en face de nous. On se dit qu'à tout moment, on peut avoir, parce que c'est des centaines ou des milliers de manifestants qui sont là, à tout moment, on peut se retrouver avec une population de 1000 personnes qui nous courent dessus. Et tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et tout cela à 19 ans ou 20 ans. Merci beaucoup, Clifford Meguira, d'avoir accepté, parce que je sais que ce n'est pas évident, de parler de ces frères d'armes, qui sont tombés sur le champ de bataille et votre propre expérience. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes un ancien soldat de l'unité des Golani. Vous avez servi pendant plusieurs mois le long de cette clôture. Merci à vous. C'est pas facile d'en parler, mais il faut pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse, en espérant que les erreurs faites ne se referont pas dans le futur. Merci à vous. Et m'a rejoint sur ce plateau Jonathan Serrault, analyste politique d'i24 News. Vous revenez du Maroc avec Yair Lapid. Vous avez suivi de près le voyage de Naftali Bennett aux États-Unis, où il n'a été absolument, attention, pas question de processus diplomatique avec les Palestiniens. Je vous pose la question, y a-t-il un processus diplomatique avec Ramallah ? Alors, on ne va pas tourner autour du pot, Mathias, même si l'ensemble de l'exécutif israélien écarte cette idée de reprise du dialogue politique et diplomatique avec les Palestiniens. Il y a bel et bien un réenclenchement du dialogue politique et diplomatique avec l'autorité palestinienne. J'ai plus de liberté de le dire, puisque je me trouvais il y a de cela maintenant 2 semaines du côté de Rabat, à la conférence de presse entre Yair Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, avec son homologue marocain Nasser Bourita. Et Nasser Bourita n'a pas hésité à évoquer la solution à 2 États sans que Yair Lapid ne pipe mot ou n'acquiesce. Et le lendemain matin, il y a eu donc un briefing avec un haut fonctionnaire de l'État d'Israël qui a déclaré ceci. Écoutez, aujourd'hui, le dossier palestinien n'est pas une priorité au regard des tensions entre le Fatah et le Hamas. Mais sachez tout de même que notre gouvernement ne mettra aucun obstacle à la reprise du processus politique conduisant à la réalisation de la solution à 2 États. Alors de quel gouvernement fait référence ce fonctionnaire de l'État d'Israël? Le gouvernement Bennett qui autorise Benny Gantz, le ministre de la Défense, à se rendre du côté de Ramallah, ou encore Yair Lapid qui ne trouve rien à redire aux velléités américaines. Le plus important, Mathias, c'est le message transmis aux ennemis de l'État d'Israël, un message de faiblesse de la part du gouvernement israélien. Merci Jonathan Serrault. On passe à un autre sujet complètement sans histoire. À présent, de vétérans des commandos militaires américains et d'agents de la CIA qui se sont réunis pour sauver leurs anciens frères d'armes en Afghanistan. Comment ? Eh bien, nous avons l'honneur d'avoir en exclusivité le commandant de cette opération, le lieutenant-colonel Scott Mann. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Comment avez-vous monté une telle opération de sauvetage ? Je suis un béret vert à la retraite et je suis allé plusieurs fois en Afghanistan. Mais pour cette mission, nous n'avons pas bougé d'ici. Nous avons uniquement utilisé nos téléphones et nos relations sur place pour prêter main forte à un commando afghan avec qui j'avais déjà servi par le passé. 3 d'entre nous étaient au téléphone avec lui et l'ont aidé à manœuvrer pour passer les postes de contrôle des talibans dans toute la ville. Et finalement, nous avons fait en sorte qu'il soit appelé à une porte d'embarquement et qu'il soit reconnu. Le nom de code de l'opération était Ananas. Et nous avons vu plein de petits ananas affichés sur nos téléphones, ce qui signifiait que le commando avait réussi à s'échapper. Et c'est devenu le nom non officiel de notre groupe.
Mission Ananas. Donc, qu'est-ce qui pousse des anciens bérets verts, des Navy SEALs et des agents de la CIA à agir sans réfléchir? Une promesse. Nous voulions honorer la promesse que nous n'abandonnerions personne. Si notre gouvernement renonce, c'est son choix. Mais les guerriers tiennent parole et c'est ce que nous faisons. Beaucoup de nos partenaires afghans se sont battus jusqu'au bout pour nous. C'est grâce à eux que je suis en vie. Parce qu'ils ont pris des risques inconsidérés pour moi. Et il est hors de question qu'on les laisse tomber. Mais que je comprenne, votre arme pour cette mission, c'était votre téléphone portable? Absolument. Et c'est comme ça que nous avons aidé près de 700 familles afghanes à passer les postes de contrôle des talibans et à quitter le périmètre, que ce soit dans la nuit ou en plein jour. Tout ça malgré la présence des talibans. Mais à ce que je sache, vous n'êtes pas Jason Bourne, Scott Mann. Non, loin de là. Et ce n'était vraiment pas moi. Moi, je me suis juste occupé de la première personne. C'est le groupe de vétérans qui a géré la mission. Ils ont effectué un travail incroyable et je n'aurai jamais assez de mots pour parler de ce qu'ils ont fait. La plupart ont pris leur retraite. Ils ont du travail maintenant. Ils ont créé leur entreprise. Et ça, ils l'ont fait bénévolement, de jour comme de nuit. Mais nous savons que quand on fait une promesse, on la tient et on n'abandonne personne. Comment tout gérer uniquement à distance? C'est parce que vous connaissez Kaboul? Oui, ce qui nous a surtout permis de mener à bien cette mission, c'est la confiance que nous avons eue avec nos partenaires afghans. On se connaît depuis des années. Nous avons été longtemps en Afghanistan, donc nous connaissons très bien le pays et Kaboul. Et nous avons des technologies open source que nous pouvons utiliser pour coopérer et nous parler. Et nous sommes allés plus rapidement que les talibans, en communiquant avec nos équipiers à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport et en utilisant nos smartphones, nos techniques d'espionnage et en faisant jouer des relations en qui nous avons confiance. Nous avons pu exfiltrer des centaines d'Afghans et d'ailleurs nous continuons à le faire. Nous allons poursuivre cette mission car les Afghans ne veulent pas vivre sous l'autorité des talibans. Ils ne les considèrent pas comme leur gouvernement légitime. Ils veulent vivre librement et en sécurité. Et notre rôle, c'est de les aider, quelles que soient les actions que notre gouvernement décide de mener ou de ne pas mener. De ce que je comprends à travers vos mots que vous n'êtes pas satisfait, loin de là, de la manière dont le retrait américain s'est déroulé. Non. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais ça n'est pas une histoire politique. Par exemple, la politique m'importe peu. J'ai servi sous des gouvernements aussi bien républicains que démocrates. Et pour moi, ça ne change rien. Il n'est pas question de politique. Il s'agit d'être américain, il s'agit d'honorer une promesse, d'être fidèle à ses convictions, de faire ce qui est juste et de ne laisser tomber personne. C'est pour ça que tous ces vétérans le font. Et je crois que c'est une source d'inspiration pour tous les individus, parce qu'ils ressentent la même chose. Quand on y réfléchit, nous avons cette chance de pouvoir réprimer nos pensées négatives, nos peurs, nos frustrations, et de faire quelque chose de positif qui donne des résultats. Nous avons créé un mouvement, operationrecovery.org, grâce auquel nous allons sauver des citoyens afghans et américains, même si ça doit durer des mois. Nous espérons que les personnes du monde entier feront des dons pour que nous réussissions. Nous n'avons pas nécessairement besoin du gouvernement pour ça. Nous savons que nous pouvons compter sur les citoyens. Ça suffira. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment que ces 20 ans de guerre n'ont servi à rien? Tout à fait. Les gens qui disent que ce qu'il s'est passé en Afghanistan n'a servi à rien ne connaissent que très peu le pays. Regardez les relations que nous entretenons aujourd'hui. Regardez ces anciens combattants à la retraite qui reprennent du service, qui ne dorment pas de la nuit pendant plus d'une semaine, qui restent au téléphone avec leurs équipiers afghans jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. Ça n'a pas servi à rien, puisque c'est ça qui a permis de tisser des relations aussi fortes entre des individus d'origines différentes, qui n'ont pas la même religion et qui ne parlent même pas la même langue. Ça a vraiment servi à quelque chose. Et il ne faut pas oublier le peuple afghan qui est fort et résilient. C'est un peuple formidable. Et même s'il n'a pas de porte-parole pour le moment, nous serons là pour nous exprimer en son nom en attendant qu'il trouve quelqu'un pour le faire. Scott Mann, est-ce qu'en sous-main, la mission Ananas se poursuit?
Oui, l'opération est toujours en cours et nous sommes en train d'expérimenter de nouveaux moyens d'exfiltrer nos partenaires afghans et nos citoyens. Nous travaillons dur pour évacuer les Afghans de différentes manières. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais nous avons beaucoup d'expérience dans ce genre d'opération et nous n'avons pas nécessairement besoin d'être sur place pour agir. Et en parallèle, il y a aussi un gros travail à effectuer pour trouver un nouveau foyer à tous ces Afghans. Ils ont vécu de lourds traumatismes. Il y a des enfants qui ont été battus, des femmes qui ont accouché pendant qu'elles faisaient la queue pour être évacuées. Ça a été horrible pour eux et ils vont vraiment avoir besoin d'aide, d'encouragement. Ces gens ne sont pas des terroristes, ce sont des êtres humains qui ont subi des souffrances inimaginables. Nous devons les ramener chez eux et les aider à redémarrer une vie meilleure. Ils seront des citoyens et des dirigeants formidables. Et pour les aider, tout le monde peut faire un don sur operationrecovery.org. Lieutenant-colonel Scott Mann, ancien Green Beret, les Bérets Verts, je ne peux que saluer votre opération. Vous avez mené et dirigé cette opération Ananas et vous dire bravo pour cette mission. Merci Mathias, mais il faut féliciter tous les anciens combattants et les civils qui se sont portés volontaires. Moi j'ai juste eu la chance de pouvoir assurer leur arrière et j'ai fait attention à bien garder mon téléphone allumé. Et ma rejoint sur ce plateau, Océane Nicole. Océane, bonsoir, ravi de vous voir pour cette nouvelle saison. Chronique d'un retrait américain mal organisé. Tout à fait. On se souvient de Joe Biden, le président américain, qui avait dit il y a quelques mois vous inquiétez pas, les talibans ne feraient rien. Et voilà, on en rigole maintenant parce que malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Début mai, ils ont commencé par le nord en récupérant les provinces, les régions, les postes gardes-frontières également. Et très vite, au mois de juillet, ils ont contrôlé 90% du territoire avant d'arriver à ce fameux 15 août où ils sont arrivés à Kaboul. Ça a été extrêmement rapide, extrêmement simple. Il n'y a eu aucune balle de tirée, aucune confrontation directe avec l'armée afghane. Pire, on a vu au début du mois d'août le président afghan fuir et laisser finalement son pays aux talibans. Et on a vu aussi des scènes de chaos à l'aéroport. On le voit derrière vous, c'est terrible. Voilà, avec sa population qui essayait de fuir en s'accrochant aux ailes. Certains sont évidemment tombés en vol, évidemment décédés. Il y en a quand même au total plus de 119 000 Afghans qui ont pu évacuer l'Afghanistan et être évacués vers d'autres pays. Et ce que redoutaient les États-Unis est arrivé avec un attentat kamikaze le 26 août où il y a eu quand même 85 morts revendiqués par l'État islamique. Donc ça s'est quand même pas vraiment passé aussi bien que ce que les États-Unis l'espéraient. Et puis dans le même temps, les talibans ont repris tranquillement leur marque avec tout le matériel laissé par les États-Unis. On les a vus, ils ont enlevé leur turban, ils ont carrément mis les treillis abandonnés et laissés par les soldats américains. Ils ont récupéré un arsenal militaire assez conséquent, des dizaines d'avions, des dizaines d'armes, des drones de l'armée américaine. Et à cela s'ajoute ce qu'ils avaient récupéré avant de l'armée afghane, où ils avaient récupéré aussi plein de blindés, des drones, des chars. Donc maintenant, les talibans ont repris tout le pays et ils ont un arsenal militaire assez conséquent. Merci Océane Nicole. Justement, on va en parler avec vous, Nasser Etemadi. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste RFI. Après les attaques de l'État islamique dont parlait Océane à l'instant, des sources de renseignements m'indiquent que l'Iran pourrait unir ses forces avec les talibans pour réduire l'influence de l'État islamique. Ça vous semble crédible ? Écoutez, moi je pense que le régime iranien, malgré le lien qu'il a tissé dès le lendemain de l'intervention américaine en Afghanistan en novembre 2001, va vite déchanter, compte tenu de la situation de l'Afghanistan aujourd'hui. Pourquoi ? Car maintenant que les Américains sont partis, l'Afghanistan est à nouveau sujet à des conflits confessionnels. Personnellement, je ne vois pas à quoi peut encore tenir durablement le lien très fragile entre, d'une part, les talibans sunnites, fabriqués par le Pakistan, on le sait, pour ses visées régionales, qui considèrent les chiites pire qu'elle est hérétique, et de l'autre côté, le régime iranien qui fantasme, on sait, à bâtir un empire chiite, et cela depuis des années, depuis l'Afghanistan jusqu'au Liban, en voulant effacer dans le même mouvement Israël de la carte du monde. Or, cette opposition, qui n'est pas la moindre, est une source de conflit, de dissension et surtout d'inquiétude pour le régime iranien à l'avenir. N'oublions pas que les talibans et l'Iran ont failli une fois entrer en guerre en 1998 après l'assassinat du personnel diplomatique iranien
à Mazar-e-Sharif par les talibans. Donc ça vous semble crédible ou pas alors que finalement, dans un jeu d'alliance, l'Iran, les gardiens de la révolution, coopèrent avec les talibans ou ont agi en sous-main ? Écoutez, le lien entre les talibans et les gardiens de la révolution n'est pas un secret et ne date pas d'aujourd'hui. Il s'est tissé après l'intervention américaine en Afghanistan en 2001. Les gardiens de la révolution ont donné, on le sait, du refuge, de la protection et du soutien logistique de tout genre, non pas seulement aux talibans, mais aussi aux chefs d'Al-Qaïda, pour pouvoir, par leur biais, empêcher l'armée américaine de s'enraciner derrière ses frontières à l'est de l'Iran. Et ils ont appliqué, on le sait, la même politique en Irak en créant les groupes paramilitaires chiites et en tuant quelques 900 soldats américains directement ou indirectement. Ce qui a précipité Barack Obama, déjà désireux comme Biden aujourd'hui de débarrasser l'Amérique de ses guerres interminables dans la région, à faire ses bagages et sortir plus de 110 000 soldats américains de l'Irak. Or, on peut dire donc que le 15 août, le départ chaotique et précipité de l'armée américaine de l'Afghanistan a fait au moins dehors les talibans qui sont aujourd'hui maîtres du Kaboul et une grande partie de l'Afghanistan et le régime iranien. Et alors, très rapidement, Nasser El-Temadi, puisque c'est votre spécialité l'Iran et vous êtes franco-iranien, est-ce que, face à ce départ raté de l'armée américaine, est-ce que l'Iran peut en sortir grandi ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, car l'Afghanistan, à mon sens, est sur le chemin de redevenir un foyer du terrorisme à nouveau, de conflits confessionnels, susceptibles d'enrôler les Baloutches, sunnites iraniens très pauvres et subversifs, qui ont un sentiment d'appartenance, de parenté avec l'ethnie des Pashtuns à laquelle appartiennent les talibans. Or, l'avenir, je crois, est loin d'être très prometteur pour la République islamique qui est aussi affrontée sur ses fronts internes à une multitude de crises qui ont déjà provoqué depuis 3 ans des mouvements de contestation de masse que Téhéran a pu mater au prix de bain sang. Or, les talibans ont beau à dire qu'ils ont changé, je ne vois pas comment ils peuvent stabiliser l'Afghanistan, alors qu'en voulant appliquer à nouveau la charia, ils veulent réduire les femmes, la moitié de la population, en esclaves, éradiquer la minorité chiite, les Hazaras, le même que le régime iranien a enrôlé dans la guerre en Syrie, en partie pour harceler Israël. Ces pratiques ne peuvent pas non plus, n'est pas heurter la résistance de la société civile afghan, certes très fragile, mais nous ne sommes plus en 1996. Moi, je ne pense pas que l'Iran peut tirer à terme un profit politique en sa faveur de la situation actuelle en Afghanistan. Merci Nasser El-Temadi, journaliste persan au service RFI. Merci à vous d'avoir réagi à nos questions. Je vous en prie. Focus, avant de refermer notre magazine, sur le programme spécial en uniforme lancé par le lieutenant-colonel de réserve Ariel Almog en 2005. Aujourd'hui, 600 jeunes hommes et jeunes femmes atteints de forts handicaps servent dans l'armée israélienne déployée dans 32 bases à travers le pays. Nous avons rencontré Shai Levy, ancien soldat dans les renseignements militaires. Il a été engagé par la ville d'Eilat au contrôle visuel. Reportage avec Michael Poulouchok. Shai Levy est atteint depuis la naissance d'infirmité motrice cérébrale. C'est à Eilat que nous l'avons rencontré avec sa mère. Il a fait partie de ce programme spécial en uniforme en collaboration avec le Fonds national juif aux États-Unis. Ce programme lui a ouvert les portes, lui a offert la possibilité d'être comme tout le monde sans aucune différence. Grâce à Gdolim Bemadim et le Fonds national juif aux États-Unis et tous ceux qui l'ont aidé, il a pu servir l'État pendant 4 ans. 1 an à la marine, puis il s'est engagé à la division 80, où il a occupé une fonction importante et secrète surtout, dans les renseignements. Un comble pour une personne qui ne peut pas parler. Il disait « Si je parle, je serai obligé de vous tuer ». L'officier responsable de Shai se souvient des missions de renseignement qui lui incombaient.
Shai a travaillé sur un système de technologie géographique. Il a cartographié la zone, repéré certaines voies d'accès spécifiques et des personnes recherchées. Nous nous servons de son travail au quotidien. Son émotion est d'ailleurs incroyable lorsque Shai revoit ses photos de lui en treillis, ici, aux côtés des responsables du programme spécial en uniforme, de ses officiers et d'un certain Gadi Eisenkot, à l'époque chef d'état-major. C'est fort de cette expérience acquise à l'armée que Shai, de nouveau civil, a pu être engagé à la salle de contrôle visuel et sécuritaire de la ville d'Eilat. Son directeur est catégorique, Shai est indispensable. Il a récemment travaillé sur un dossier de renseignement très particulier que seul lui est capable de faire avec sa patience et son aptitude. Grâce à Shai, nous sommes parvenus à atteindre des zones criminelles très précises, ce qui a permis à la police de mener une vague d'arrestations et de mettre la main sur un réseau de trafiquants de drogue. Tout est minutieusement énuméré. Date, heure, visage, chemin emprunté par les criminels. Shai note tout. C'est comme ce que fait l'armée. L'armée a besoin d'obtenir des renseignements sur une personne en particulier. 4 ou 5 soldats vont observer ses faits et gestes. Shai le fait seul. Sa nouvelle mission, aider à mieux sécuriser la ville d'Eilat. Un rêve devenu réalité pour sa mère, qui se souvient du premier jour où Shai a porté l'uniforme. C'était un jour tellement émouvant de sentir qu'il était capable de le faire, qu'il pouvait réaliser ses rêves. Shai rêve la nuit, nous lui promettons de les réaliser le jour. Du programme spécial en uniforme à la vie civile, c'est finalement savoir donner, apprendre à aimer. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro, nouvelle saison de Défense. Je vous retrouve la semaine prochaine, émission exceptionnelle. Ne ratez pas 54 minutes tournées à New York sur les 20 ans des attentats du 11 septembre. Bonne semaine à tous sur i24 News.